La pluie acide fouettait les montagnes noires, les faisant fumer sous chaque goutte corrosive. Le ciel, d'un rouge sanglant, semblait prêt à s'ouvrir d'un instant à l'autre, secoué par des éclairs qui déchirèrent la nuit en révélant, dans la lumière aveuglante, les formes cauchemardesques des vorax. Hauts comme des tours, dotés de 8 membres puissants, ils avançaient d'un pas lourd, l'armure de leur corps luisant d'un éclat métallique, leurs yeux étincelants d'or fondu. Leur simple présence imposait la terreur. Narrateur, VO. Les vorax régnaient sur les étoiles depuis 12 000 ans. Nul ne les défiait, nul n'osait. Des images se succédaient, tranchantes comme des lames. Des vaisseaux de guerre vorax plongeaient dans l'atmosphère d'un monde lointain, vomissant le feu et la destruction sur des cités impuissantes. Les bâtiments s'effondraient sous les salves de plasma. Les cris des captifs résonnaient dans l'air saturé de peur. À genoux, des prisonniers au visage déformé par l'effroi attendaient le verdict des chasseurs, sachant qu'il n'y aurait ni pitié, ni rédemption. Des griffes s'abattaient, tordant et fendant le métal, comme si c'était du tissu. Les crocs des vorax, luisants de venin, goûtaient sur les ossements blanchis des vaincus. La mort suivait toujours leur passage, implacable et définitive. Narrateur, VO. Nés sur un monde où tout ce qui était faible mourait, les vorax étaient les chasseurs parfaits. La pitié était une faiblesse, la faiblesse, la mort. Dans la pénombre d'une salle immense, la grande chambre de la station du trône, 12 vorax siégeaient en cercle. Chacun d'eux portait sur ses épaules les cicatrices de 1000 batailles. Les murs, tapissés de crânes d'anciens rois ennemis, racontaient l'histoire d'un règne fondé sur le sang et la domination. Des bannières arrachées aux mondes asservis flottaient, souillées et déchirées, dans l'air vicié. Au centre du cercle, le haut chasseur Kort, le plus ancien, le plus marqué, fixait l'obscurité devant lui. Son regard, glacé par l'ennui, semblait traverser le temps. Ses griffes tapotaient distraitement l'accoudoir de son trône, rythmant le silence tendu qui régnait dans la salle. La lourde porte s'ouvrit dans un grincement sourd. Un commandant éclaireur entra, courbé par la peur ou le respect. Il était difficile de trancher. Il s'agenouilla, front contre le sol d'obsidienne, attendant la permission de parler. Korth ne détourna même pas les yeux. Sa voix, rauque, emplit la salle. « Parle !» Le commandant se releva, osant à peine croiser le regard des chasseurs réunis. Une nouvelle découverte, conseil des Apex. Une planète orbitant autour d'une étoile jaune. Les locaux se nomment humains. Un silence chargé de tension s'abattit. Les autres hauts chasseurs se redressèrent, les regards dorés s'illuminant d'un nouvel éclat. L'idée d'un monde inconnu, d'une nouvelle proie à chasser, fit vibrer l'air d'une excitation sourde. L'un des chasseurs, à la voix grave, murmura « Sont-ils dignes d'intérêt ?» Le commandant hésita, choisissant ses mots avec soin. « Leur monde est jeune, mais ils sont nombreux, inventifs, sauvages, capables de violence, mais faibles. » Un autre chasseur ricana, exposant des crocs effilés. « Alors, ils tomberont comme tous les autres. » Kort ne bougea pas, mais dans la lumière vacillante, un éclair d'intérêt passa dans ses yeux. « Préparez une flotte d'observation, » ordonna-t-il. « Nous verrons si ces humains valent que la chasse. » Le commandant s'inclina profondément, puis recula, disparaissant dans l'ombre. Les hauts chasseurs échangèrent des regards lourds de promesses sanglantes. Dans la grande chambre, un silence palpitant s'installa, chargé d'une anticipation féroce. Pour la première fois depuis des siècles, les vorax sentaient le parfum d'une proie inconnue. Et dans l'obscurité, la soif de conquête grandissait. Quel secret ce monde bleu pouvait-il bien cacher pour attirer l'attention des prédateurs ultimes? Dans la salle du conseil, l'atmosphère était lourde, saturée de tensions sourdes, et d'un silence que seuls les plus téméraires osaient briser. Les 12 hauts chasseurs, silhouettes massives et impassibles, étaient installés en cercle. Devant eux, des hologrammes granuleux flottaient dans l'air,
projetant des images mouvantes d'une planète éclatante. Une sphère bleue et verte, vivante, palpitante de lumière. Les images défilaient, saccadées, parfois brouillées par des interférences. On voyait les continents d'Éden, les océans scintillants, les forêts profondes. Puis, plus près, des cités immenses se déployaient comme des toiles de lumière sur la nuit. Des jets fendillaient le ciel. Des foules humaines remplissaient des stades, entonnant des chants d'une énergie étrange. Des enfants se riaient, des amoureux s'embrassaient, des artistes peignaient, sculptaient, dansaient au rythme d'une musique silencieuse que même les machines du conseil ne savaient interpréter. Le deuxième haut chasseur, dont la carapace était striée de marques arrogantes, eut un rictus méprisant. Il désigna du bout d'une griffe l'image d'un groupe d'humains, partageant un repas sous la lumière chaude d'une terrasse. « Ils sont mous », gronda-t-il, « de simples animaux de proie. » Le troisième éclata d'un rire bref, presque à animal, secouant sa crinière d'écaille. Pourtant, ils ont bâti des vaisseaux spatiaux. Peut-être ont-ils volé cette technologie à des races plus dignes. Le quatrième, ses yeux fendus fixés sur une vidéo montrant d'immenses mines à ciel ouvert et des convois de camions transportant des minerais, ajouta d'une voix sifflante. Leur planète regorge de ressources. Ils feront d'excellents esclaves, une fois brisés. Cort, au centre du cercle, restait silencieux. Il contemplait les images, les sourcils froncés, ses griffes immobiles sur l'accoudoir de son trône. Un trouble indéfinissable agitait son regard, alors qu'il observait les humains non pas dans la guerre, mais dans la vulnérabilité. Une femme berçait un nourrisson fragile. Un homme posait une main apaisante sur l'épaule d'un vieillard malade. Un groupe d'enfants entourait un chien à la fourrure rousse, riant à gorge déployée. Cort, V.O. Il y a quelque chose qui cloche ici. Il zooma sur une séquence où des humains soignaient leurs malades, partageant des gestes d'une tendresse inexplicable. Sur une autre, ils élevaient des enfants faibles, les entourant de soins, d'amour, de patience. Plus étrange encore, ils gardaient des animaux à leur côté, non comme nourriture, mais comme compagnons, leur offrant abri et protection. Korth sentit une crispation dans son estomac, une émotion qu'il ne reconnut pas tout de suite. Du doute, peut-être, ou la nostalgie d'un monde où la pitié n'était pas un poison mortel. Il éteignit les hologrammes d'un geste brusque. La lumière retomba, crue, sur les visages incrédules des autres chasseurs. « Je mènerai moi-même la flotte de chasse », déclara-t-il d'une voix froide, tranchante comme une lame. Un murmure parcourut le cercle. Les hauts chasseurs se redressèrent, les écailles frottant dans un bruit métallique. Le plus jeune, à la voix claire, osa s'avancer, l'ombre du doute dans les yeux. « Ces créatures sont indignes de toi, Cort. Leur sang n'aura pas le goût de la victoire. » Le vieux chasseur se leva, et son ombre s'étendit colossale sur les murs couverts de crânes. Chaque mouvement de ses 8 membres imposait le silence. Un éclair doré traversa ses prunelles. « Je suis las. Voyons s'ils savent courir avant de mourir, » déclara-t-il, la voix chargée d'un ennui glacial. Aucune protestation ne s'éleva. Les autres chasseurs, tous fiers et cruels, s'inclinèrent, respectant la volonté de celui qui avait survécu à toutes les guerres. Le silence se fit, lourd de sens, pendant que Cort quittait le cercle, suivi du regard par ses pairs. Dans les couloirs sombres de la station, il marchait d'un pas lent, absorbé par les images qui hantaient encore ses pensées. Pourquoi ces créatures fragiles suscitait-elle en lui une curiosité si âpre? Il n'y avait jamais eu de place pour la faiblesse, et pourtant, la douceur qui émanait de ces scènes le troublait. Il se rappelait le regard d'un enfant humain, levé vers un chien, empli d'une confiance absolue. Cette confiance, Cort ne l'avait jamais connue. Dans la salle du conseil, les autres chasseurs échangeaient des mots de bas, des promesses de carnage, des rires rauques. Mais un malaise s'était insinué, subtil, dans leur assurance. Les humains semblaient insignifiants, et pourtant, leur monde débordait d'une vitalité qui échappait à toute logique vorax. Plus tard, alors que la flotte se préparait dans les hangars orbitaux,
Cort observait les préparatifs, l'armement des vaisseaux, le dressage des troupes. Il pensait à ces humains qui pleuraient à leur mort, qui consolaient les survivants, qui trouvaient la force de créer là où tout n'était que destruction. Était-ce cela la vraie force? Il ne pouvait l'admettre. Pas encore. Il savait seulement que la chasse serait différente, plus incertaine, plus dangereuse peut-être, car on ne tue pas ce que l'on ne comprend pas, sans risquer de se perdre soi-même. Alors que les portes du hangar se refermaient derrière lui, Cort sentit un frisson remonter le long de sa colonne d'écailles. Il n'avait jamais craint une proie. Mais cette fois, il avançait vers l'inconnu, là où la pitié, la tendresse et la faiblesse pouvaient cacher une force que même les Vorax n'avaient jamais affrontée. Dans l'ombre, un doute, minuscule mais tenace, s'insinua dans l'esprit du chasseur suprême. Tandis que la flotte se préparait à fondre sur la terre, la question demeurait suspendue. Qui, de la proie ou du prédateur, découvrirait en premier la véritable nature de l'autre? Dans la pénombre de sa salle privée, Korth avançait lentement entre les vitrines d'obsidienne. Le sol résonnait sous le poids de son armure, chaque pas s'accompagnant d'un cliquetis de griffes sur la pierre polie. Les trophées, alignés sur des piédestaux, semblaient observer leur bourreau d'un œil vide. Le crâne fracturé d'un roi guerrier, la cage thoracique d'un prophète, le cœur fossilisé d'un chef de guerre, arraché, encore palpitant. Sur le mur, suspendu par des chaînes, la colonne vertébrale d'un dieu vaincu serpentait comme un avertissement silencieux. Korth s'arrêta devant une place vide, caressa du bout des griffes la plaque de marbre noir. Il ferma un instant les yeux, imaginant la forme du prochain trophée, la tête d'un leader humain, les traits figés dans la stupeur ou la terreur. Le simple souvenir du regard de ses anciennes proies, au seuil de la mort, fit naître un rictus sur son visage reptilien. Un éclat de voix résonna dans l'intercom. La flotte était prête. Korth recula, jetant un dernier regard à ses conquêtes passées. Bientôt, l'histoire se répéterait. Dans le vide intersidéral, la station du trône apparaissait comme un titan immobile, hérissé d'antennes et de canons. Autour d'elle, une flotte de 20 vaisseaux de guerre Vorax s'étirèrent, effilés, leurs coques striées de cicatrices de bataille. D'immenses réacteurs s'allumèrent, projetant des gerbes de lumière bleue dans l'obscurité. Un signal traversa la formation. Les moteurs hurlèrent, à l'unisson. En une seconde, la flotte plongea dans l'hyperespace, disparaissant dans une gerbe de distorsion. Seuls demeurèrent les traînées fantomatiques de leur passage, comme le souvenir d'une menace invisible. À bord du vaisseau amiral, dans la chambre de commandement plongée dans une lumière glauque, Korth fixait les moniteurs devant lui. Les hologrammes défilaient, projetant sur ses écailles les ombres mouvantes de l'humanité. Il visionnait les humains sous tous les angles, dans tous les états possibles. Des soldats, hurlant au cœur des tranchées, se jetaient dans la bataille, armés de courage plus que de raison. D'autres, sur les terrains de sport, s'affrontaient pour la gloire d'un but, la fierté d'une équipe. Il voyait des foules vibrer à la musique, des corps danser, des voix s'élever en chœur lors de cérémonies ou de funérailles. Il vit la douleur, le deuil, mais aussi la joie pure d'un enfant qui découvrait la neige. Korth VO. Créatures étranges, faibles, sentimentales, faciles à briser. Mais à mesure que les heures défilaient, il ne pouvait détourner le regard. Il observa les gestes de solidarité, les larmes partagées, les rires éclatants. Il vit des médecins sauver des vies au péril de la leur, des artistes façonner la beauté dans la laideur du monde. Il vit la peur, mais aussi l'espoir. Cette dualité le dérangeait. Chez les Vorax, la peur n'existait que pour être domptée, la pitié pour être éradiquée. Un officier s'approcha, le visage fermé. « La flotte est à portée, maître Korth. Les guerriers attendent tes ordres. » Korth tourna lentement la tête, ses yeux d'or brillant dans la lumière froide. « Préparez les escouades d'assaut, aiguisez les lames, testez les poisons. Que chaque guerrier se souvienne. La chasse sera brève,
mais doit être mémorable. L'officier inclina la tête et s'éloigna, aboyant des ordres dans la langue gutturale des Vorax. Dans les soutes, les guerriers affûtaient de leurs armes, des lames noires capables de trancher l'acier. Certains testaient les fioles de poison sur des proies capturées, observant les spasmes et la mort silencieuse. D'autres, le regard perdu, récitaient les prières de chasse, invoquant la mémoire des anciens. L'excitation, la soif de sang, l'envie de trophées nouveaux circulaient comme une fièvre dans les rangs. On racontait déjà que la Terre ne tiendrait pas une journée face à la puissance Vorax. À la lisière du système solaire, la flotte Vorax émergea de l'hyperespace dans un silence absolu. Les vaisseaux, dissimulés par leurs générateurs de camouflage, se placèrent en orbite haute autour de la Lune. Là, dans l'ombre froide, ils observaient la Terre, joyau bleu suspendu dans l'obscurité. Aucune alarme ne retentit sur la planète. Les humains poursuivaient leur existence, insouciants du danger imminent. Les satellites terrestres, aveuglés par la technologie Vorax, ne détectèrent rien. Les métropoles brillaient dans la nuit. Les océans reflétaient la lumière du soleil. Les continents pulsaient de vie. Dans la salle de commandement, Cort contempla la scène impassible. Son reflet se superposait à l'image de la Terre. Deux prédateurs face à face, l'un visible, l'autre invisible. Un second officier murmura, l'excitation vibrante dans la voix. La proie ne se doute de rien, maître. Un mince sourire déforma la gueule de Cort. Il posa la main sur la garde de sa lame. Alors commençons la chasse. Dans le silence de l'espace, la flotte Vorax attendait, prête à fondre sur la planète bleue. Mais sous la surface tranquille de la Terre, des forces inconnues s'agitaient déjà, insoupçonnées des prédateurs venus des étoiles. Un souffle de danger traversa la salle. La rencontre à venir changerait à jamais le destin de deux mondes. Des alarmes stridentes éclatèrent soudain, brisant le silence tendu de la chambre de commandement. Les lumières virèrent au rouge, projetant des ombres mouvantes sur les murs d'acier. Les consoles vibraient sous l'afflux de signaux. Les officiers de Vorax tournaient des regards inquiets vers leurs écrans. Korth, figé devant l'immense baie holographique, sentit ses griffes s'enfoncer dans l'accoudoir du trône de commandement. Un signal inconnu, vibrant d'une autorité glacée, venait de traverser tous les pare-feux de la flotte, pénétrant la salle comme une lame. L'espace lui-même semblait se contracter autour du message. Puis, une voix retentit, limpide, dépourvue d'accent, chaque syllabe prononcée dans un Vorax parfait, sans la moindre hésitation. Voix humaine, VO. Nous vous voyons. Déclarez vos intentions. La phrase résonna dans l'esprit de chaque guerrier, claire, impossible à ignorer. Les officiers se figèrent, interloqués, certains échangeant des regards fuyants. Les communications étaient codées à des niveaux que nul peuple n'avait jamais percés. Personne, pas même les races les plus anciennes, n'avait réussi à déjouer le camouflage des Vorax. Cort, d'un geste sec, coupa les alarmes. « Impossible », grogna-t-il, la voix grondante. « Personne ne perce le voile Vorax, personne. » Il se leva, dominant l'assemblée, son ombre glissant sur les consoles. Il ordonna d'un ton tranchant. Modifier la formation de la flotte. Activer le camouflage adaptatif. Que tous les vaisseaux se dispersent. Les ordres furent exécutés en quelques secondes. Les vaisseaux Vorax, dispersés autour de la Lune, glissèrent sur de nouvelles trajectoires, fondant leur signature thermique dans celle de la poussière lunaire, se déplaçant par bonds imprévisibles. Sur les écrans, les signatures se brouillèrent, les capteurs se recalibrèrent en temps réel. À peine la manœuvre lancée, la voix humaine retentit de nouveau, implacable, sur la même fréquence, chaque mot frappant comme un coup de marteau. Voix humaine VO. Nous continuons de vous observer. Vos mouvements n'échappent pas à notre regard. Une onde de stupeur traversa la salle. Certains guerriers échangèrent des regards inquiets. D'autres, plus jeunes, resserrèrent dans la prise sur leurs armes. Un murmure monta, chargé d'une tension fébrile. Ils lisent nos manœuvres. Impossible. Comment?
Cort balaya la salle d'un regard féroce, ses yeux d'or flamboyants sous la colère. « Nous sommes les prédateurs, pas la proie !» gronda-t-il. « Rappelez-vous qui nous sommes. Que chaque guerrier se tienne prêt. Ils ne nous effrayeront pas avec des mots. » Il fit signe à l'officier tactique qui s'empressa d'afficher les images des satellites terrestres. Les premières données affluèrent partout sur la planète. Les armées humaines se mettaient en alerte. Mais il n'y avait ni chaos, ni panique. Les divisions se déployaient avec une précision chirurgicale. Les escadrons aériens décollaient en formation. Les systèmes de défense orbitale s'activaient selon des protocoles clairs. Des rapports se succédaient, froids, méthodiques. Les réseaux civils restaient calmes. Les communications militaires, cryptées, affichaient une coordination parfaite. Les humains étaient prêts, comme s'ils attendaient cette invasion depuis toujours. Un chuchotement incrédule parcourut la salle. Ils n'ont pas peur. Ils sont organisés, trop organisés. Savent-ils vraiment qui nous sommes? Cort, bras croisés, contempla la terre qui brillait sous la lumière du soleil. Un pli soucieux creusa son front. Il sentit l'ancien instinct du chasseur titillé par l'inattendu. Cette sensation d'être, pour la première fois, face à un gibier qui connaissait ses pièges. Cort, V.O. Ils agissent comme s'ils nous attendaient. Un silence pesant tomba. Les autres chasseurs, habituellement arrogants, semblaient soudain vulnérables, secoués dans leur certitude. Cort, lui, sentit la tension s'accumuler, l'adrénaline affluer, mais aussi l'excitation du défi. Il fit signe à son commandant en second. Préparez une délégation. Nous établirons le premier contact, annonça-t-il. Si les humains veulent parler, ils parleront à Cort en personne. Le commandant inclina la tête, réprimant toute hésitation. Oui, maître Cort. Dois-je armer la délégation? Préparez la force, mais gardez-la hors de vue. Je veux savoir à qui nous avons affaire avant que le sang ne coule. Dites à nos traducteurs de perfectionner leur compréhension de toutes les langues humaines. Je veux entendre chaque mot, chaque nuance. Le commandant s'inclina et quitta la salle, lançant les ordres à la chaîne. L'agitation gagna les couloirs du vaisseau amiral. Les équipes diplomatiques, rarement sollicitées, furent rassemblées. Les guerriers d'élite prirent position. Les senseurs furent recalibrés pour capter la moindre fluctuation énergétique venant de la planète. Cort resta seul devant la baie d'observation, les bras serrés derrière le dos. Il se remémora les images des humains, leurs faiblesses, leur violence, mais aussi cette force étrange, cette capacité à s'adapter, à transformer la peur en action. Il sentit pour la première fois depuis des siècles que la chasse ne serait pas une simple formalité, mais un affrontement digne des légendes. La voix humaine s'éleva une dernière fois, grave, emplie d'une assurance qui n'était ni défi, ni supplication. Voix humaine, V.O. Votre choix déterminera le sort de vos deux espèces. Cort esquissa un sourire sans joie. Il se retourna, prêt à affronter le mystère qui, désormais, planait sur l'humanité et sur les Vorax. Les écrans affichaient la Terre, toujours splendide, mais désormais hérissée de défense, chaque continent vibrant d'une énergie prête à exploser. Sur la passerelle, le silence était devenu une arme, chaque respiration contenue dans l'attente de la suite. D'un ton bas, presque pour lui-même, Cort murmura « Que le jeu commence ». À cet instant, nul ne pouvait prévoir si la prochaine parole ouvrirait la voie à la guerre ou à l'inconnu. Mais pour la première fois, le destin des Vorax n'appartenait plus seulement aux prédateurs. Sous un ciel gris et bas, le vrombissement du module Vorax fit vibrer les vitres des gratte-ciel. La navette, massive, marquée des insignes du prédateur suprême, fendit l'air et se posa dans un fracas métallique au cœur de la cité. La poussière s'éleva en volute, masquant un instant la scène. La rampe d'accès s'abaissa lentement. 50 chasseurs Vorax, cuirassés, gigantesques, descendirent en formation. Chacun portait un arsenal d'armes effilées, de projecteurs de poison, de lames rétractiles. Leurs yeux dorés scrutaient les alentours, cherchant la moindre faiblesse. En face d'eux, une marée de soldats humains,
casque baissé, fusil levé, se tenaient dans un silence absolu. Les rangs étaient droits, compacts, pas un murmure, pas un geste de panique. Au devant, une femme âgée, aux cheveux tirés, à l'uniforme impeccable, s'avança d'un pas assuré. Son visage était calme, presque impassible. Elle ne portait pas d'armes visibles, seulement les insignes d'un commandement suprême. Un traducteur automatique bourdonna à sa ceinture. Sa voix s'éleva, claire, sans trembler. « Je suis le général Chen. Déclarez vos intentions. » Corte s'avança, immense, ses 8 membres écrasant le béton. Il dominait la générale de toute sa stature, la toisant d'un regard méprisant. Sa voix gutturale résonna, amplifiée par le traducteur Vorax. « Votre monde nous appartient. Soumettez-vous et servez. Résistez et mourrez. » Un souffle parcourut les lignes humaines, mais Chen ne broncha pas. Elle fixa Corte droit dans les yeux, sans un battement de cils. Son visage resta de marbre. Non, le mot tomba, sec, implacable. Un silence de plomb s'abattit, pesant, chargé d'électricité. Un jeune Vorax, l'écaille luisante et l'arrogance brûlante, bondit en avant, la lance déjà armée. Il n'eut pas le temps d'atteindre la générale. Les rangs humains s'ouvrirent, une volée de tirs éclata. 17 rafales claquèrent en moins d'1 seconde. Le corps du chasseur, transpercé, s'écroula lourdement aux pieds de Chen, son sang noir maculant le bitume. Les chasseurs Vorax se figèrent, stupéfaits. Certains brandirent leurs armes, prêts à venger leurs frères. Corte leva une griffe. Imposant le silence, il sentit pour la première fois la morsure du doute. Le général Chen, sans émotion, contempla le cadavre, puis releva la tête. Sa voix, froide comme la mort, fendit l'air. « Nous tuons les prédateurs depuis bien avant de savoir écrire. Nous sommes toujours là. Eux, non. » Elle pivota, tourna le dos à Corte, sans la moindre crainte. Les soldats s'écartèrent, formant une allée silencieuse pour leur commandante. Les bottes claquèrent sur le béton, rythmiques, déterminées. Personne ne regarda en arrière. Corte resta planté là, ses troupes derrière lui, sidérées. Aucun mot ne fut échangé. Les Vorax, pour la première fois, se replièrent vers leur navette, le regard lourd, la rage contenue. Le module décolla dans un grondement sourd, emportant les prédateurs vaincus, du moins pour cette journée. Au sol, la poussière retombait doucement, mais quelque chose d'invisible venait de basculer. Dans le silence qui suivit, Corte sentit pour la première fois le froid de l'incertitude s'insinuer dans son âme de chasseur. Rien sur cette planète ne serait jamais simple. La grande porte de la chambre du conseil s'ouvrit dans un bruit sourd. Corte entra, précédé de son ombre monumentale. Derrière lui, la flotte Vorax était revenue intacte, mais l'atmosphère pesait, chargée d'un échec qu'aucun trophée ne viendrait effacer. Les 12 hauts chasseurs, rassemblés en cercle, suivaient son avancée d'un regard lourd de jugement. Un silence tendu s'abattit sur l'assemblée, brisé soudain par une voix jeune, vibrante d'amertume et de défi. « Lâche !» cracha le jeune chasseur, ses yeux brûlants de colère. « Tu as reculé devant des proies !» L'écho de l'insulte se propagea, glaçant la salle. Les griffes de Corte se déployèrent, l'acier crissant contre la pierre. Il ne répondit pas par des mots. Il bondit, vif comme un éclair malgré sa taille. Sa lame s'abattit sur le premier accusateur, tranchant la chair et l'orgueil. Un second adversaire s'élança, animé par la fureur et la peur. Corte le désarma d'un revers, puis lui broya la gorge sous sa poigne. Le sang coula sur le sol noir, brillant comme du métal fondu. Les autres chasseurs reculèrent, terrassés par la violence du rituel. Le silence retomba, profond, respectueux. Nul n'osa croiser le regard de Corte. Il se redressa, son souffle régulier, ses yeux froids. Le haut conseil, ébranlé, comprit que l'heure n'était pas à la vengeance mais à la réflexion. Le doyen s'avança, les bras croisés. « La force brute ne suffit pas, » déclara-t-il. « Ces humains, il faut les comprendre. » Un murmure d'assentiment parcourut la salle. Pour la première fois depuis des millénaires,
Les Vorax décidèrent d'étudier la proie au lieu de la dévorer. Les semaines suivantes, un réseau d'espions Vorax infiltra la planète bleue. Des drones camouflés survolaient les cités humaines, interceptaient les communications, déchiffraient les transmissions militaires et civiles. Des navires de pêche étaient capturés au large, leurs équipages interrogés dans des salles stériles. Des stations orbitales humaines étaient abordés, leurs secrets arrachés sous la menace. Les rapports s'empilaient, formant une montagne d'informations déroutantes. Dans les laboratoires de la Station du Trône, des analystes décortiquaient chaque fragment, chaque message. Les images défilaient, projetant sur les murs des fragments d'histoire humaine. Des enfants jouant dans la boue, des vieillards racontant des légendes, des foules entonnant des chants autour de brasiers. Des flashbacks naissaient dans l'esprit du Conseil, s'imposant avec la force d'une révélation. Un premier tableau, une savane ancestrale, le soleil brûlant, la terre craquelée. Des humains, maigres mais infatigables, traquaient des antilopes sous la chaleur. Ils couraient encore, jusqu'à l'épuisement de la proie, la chasse par la persistance, la victoire par la ténacité. Un second, une meute de loups, encerclée, hésitante. Les humains ne brandissaient pas leurs lances, mais tendaient de la main. Lentement, les loups devinrent alliés, et la chasse devint une histoire commune. La domestication, la création de liens improbables. Un troisième, des humains réunis dans la pénombre, buvant, riant, soufflant la fumée âcre de plantes toxiques. Ils s'empoisonnaient volontairement, défiaient la douleur, la mort, et en faisaient un jeu, un rite. Puis venaient les images du futur. Des chirurgiens masqués opéraient à cœur ouvert, échangeaient des organes, injectaient des substances mortelles pour forcer le corps à apprendre, à survivre. Des enfants recevaient des vaccins, pleuraient, puis riaient. Le progrès par la douleur, la survie par l'innovation. Narrateur, VO. Les humains n'étaient pas des proies. Ils étaient des prédateurs d'un autre genre. D'autres scènes, plus sombres, s'imposaient. La peste noire ravageant l'Europe, la glace recouvrant les continents, les villes rasées par la guerre. Toujours la même histoire. Les humains survivaient. Ils s'adaptaient, mutaient, reconstruisaient. Narrateur, VO. Ils survécurent à tout, aux ères glaciaires, aux fléaux, aux guerres, à eux-mêmes. Dans la salle du Conseil, l'incrédulité se mua en crainte. Les murmures s'amplifiaient, porteurs d'un malaise grandissant. Ils sont fous, lâcha le cinquième haut chasseur, la voix rauque, incontrôlable. Qui ose injecter du poison à ses propres enfants? Un autre, plus pragmatique, secoua la tête, fasciné. Ils ne cessent jamais d'apprendre. Chaque échec les rend plus dangereux. Même la défaite devient une arme. Cort, immobile au centre du cercle, écoutait. Il laissait chaque mot pénétrer son armure, chaque rapport fissurer ses certitudes. Les images de la générale Chen, debout face à la mort sans trembler, hantaient encore son esprit. Il comprit, lentement, que la force humaine ne résidait pas dans la puissance, ni même dans la technologie, mais dans cette capacité à transformer la faiblesse en survie, la peur en défi. Cort, VO. Les Vorax gagnent des batailles, mais les humains, eux, gagnent les guerres. Le Conseil s'enfonça dans le silence, secoué par la révélation. Le monde venait de basculer. La proie était devenue l'énigme à craindre. Dans ce silence, chaque chasseur sentit la morsure du doute. Cort, lui, savait que la suite ne ressemblerait à rien de ce que les Vorax avaient connu. Et quelque part, il attendait, le souffle suspendu, la prochaine leçon que l'humanité leur offrirait. Dans le vide glacé de l'espace, sans vaisseau de guerre Vorax, cernaient de la petite planète de Proxima Centauri, leurs coques hérissées d'armes et de canons. En orbite basse, le blocus formait un anneau de métal et de menaces, étouffant tout espoir d'évasion. Sur la surface rocailleuse, la colonie humaine paraissait minuscule, fragile, ses dômes argentés et ses tours de communication dominés par la silhouette massive de la flotte assiégeante. Dans la salle de contrôle de la colonie, l'atmosphère était tendue mais résolue. Les murs vibraient sous les alertes rouges.
Directeur Santos, jeune, visage barré de cernes mais regard ferme, fixait l'écran principal où le visage reptilien de Corte apparaissait, agrandi à l'extrême. Derrière Santos, une poignée d'officiers surveillaient les capteurs, les mains crispées sur les consoles. Santos inspira, puis parla d'une voix calme, assurée. « Nous ne nous rendrons pas », le traducteur grésilla, transmettant le défi à la flotte ennemie. À bord de son vaisseau amiral, Corte observa la scène avec froideur. Il plissa les yeux, puis fit un signe bref. « Rasez-les !» Le signal fut donné. D'un coup, la nuit spatiale s'illumina. Des salves de missiles Vorax plongèrent sur la colonie, creusant des cratères dans les dômes, pulvérisant les bâtiments, soulevant des gerbes de poussière et de feu. Les tours de communication s'effondrèrent. Les serres agricoles brûlèrent. Les logements se dispersèrent en éclats. Mais au lieu de la panique, il n'y eut que la disparition soudaine des habitants. Les humains s'étaient volatilisés, avalés par la gueule béante des tunnels miniers creusés sous la colonie. Dans l'obscurité suffocante des galeries, la résistance humaine s'organisait. Les explosions faisaient trembler la roche, des plafonds s'effondraient, coupant des groupes entiers de la surface. Mais, loin de céder, les colons improvisaient des barricades, dressaient des pièges, convertissaient des outils de mineurs en armes mortelles. Une femme, le visage noirci de suie, attrapa une lance de fortune et se glissa dans un boyau latéral. Plus loin, un enfant à peine adolescent, les mains tremblantes, armait un fusil construit à partir de pièces détournées. Des vieillards posaient des charges sur les poutres, prêts à sacrifier une section entière du tunnel pour piéger les envahisseurs. Les Vorax, lourdement armés, se heurtaient à une guerre d'un genre nouveau. Dans la pénombre, ils avançaient à l'aveugle, essuyant des tirs imprévisibles, subissant des attaques éclairs, menées par des humains insaisissables. Les combats, brutaux, se jouaient dans un silence de mort, rompu seulement par le sifflement des balles et le grondement des explosions. Montage. Un tunnel s'effondre, ensevelissant une escouade Vorax. Un groupe de mineurs, couverts de sang, se replie, traînant les blessés sur des civières improvisées. Un vieil homme, sourire triste aux lèvres, enclenche une bombe et disparaît dans la déflagration, emportant une patrouille ennemie avec lui. Dans une salle de soins improvisée, une jeune fille suture la jambe d'un camarade en pleurs, puis lui tend un fusil. Les enfants, les vieillards, les femmes, tous luttaient, tous tuaient, tous mouraient, mais personne ne fuyait. Les rapports de Corte se faisaient plus sombres à mesure que les jours passaient. Sur les écrans du vaisseau amiral, les officiers Vorax compilaient des statistiques de pertes inédites. L'ennemi ne se rendait pas. L'ennemi disparaissait, frappait, puis se repliait dans les ténèbres. Dans la salle de commandement, un officier s'approcha de Corte, la voix tendue. « Maître, il rationne tout, même la lumière. Il recycle l'eau, l'air, et maintenant la nourriture. Les rations sont épuisées depuis plusieurs cycles. » Corte fronça les sourcils, intrigué. Comment survivent-ils? L'officier hésita, mal à l'aise. Ils utilisent les corps des morts. Ils les transforment en nutriments pour les vivants. Un frisson parcourut l'assemblée. Pour les Vorax, la consommation des vaincus était un acte de domination, un rite de victoire. Mais ici, les humains dévoraient leur propre mort, non par triomphe, mais par nécessité. Un acte de protection, de survie collective. Dans une salle d'interrogatoire, un prisonnier humain, le visage creusé, le regard fiévreux, fut amené devant un interrogateur Vorax. « Pourquoi faites-vous cela ?» siffla le bourreau incrédule. « Pourquoi mangez vos semblables ?» Le prisonnier se redressa, les yeux brillants d'une lueur farouche. « Ils auraient voulu que nous survivions. C'est tout ce qui compte. » Le Vorax recula, déconcerté. Il ne comprenait pas. Chez les siens, l'acte de dévorer était synonyme de suprématie. Chez l'humain, il devenait un pacte, un legs, un dernier acte d'amour. La guerre des tunnels s'éternisait. Les semaines passaient. Les humains ne faiblissaient pas, s'adaptaient à chaque offensive, chaque nouvelle arme.
Les plus jeunes apprenaient à manier les armes. Les anciens enseignaient les secrets des mines. Les blessés refusaient d'abandonner leur poste. De l'autre côté, les Vorax sentaient la fatigue, la frustration, la peur nouvelle d'un ennemi qu'on ne pouvait ni soumettre ni briser. Cort lisait les rapports, nuit après nuit, cherchant la faille. Mais plus il en découvrait, plus l'admiration mêlée de terreur grandissait en lui. Les humains ne se contentaient pas de survivre. Ils faisaient de chaque perte, de chaque sacrifice, une force nouvelle. Ils ne dévoraient pas par soif de pouvoir, mais par fidélité à leurs disparus. Un lien que même la mort ne pouvait rompre. Dans les ténèbres de Proxima Centauri, le siège continuait. Mais déjà, une certitude s'imposait à tous les observateurs. Rien, ni la faim, ni la peur, ni la mort elle-même, ne pouvait arracher l'humanité à ses survivants. Et dans ce gouffre souterrain, les Vorax devinaient que la véritable puissance de leurs adversaires ne viendrait jamais des armes, mais de la volonté farouche qui les animait. 11 mois après le début du siège, l'espace de Proxima Centauri vibrait de tensions invisibles. Les vaisseaux Vorax, fatigués mais toujours menaçants, orbitaient en formation resserrée autour de la planète blessée. Les senseurs, réglés à la moindre anomalie, captèrent soudain une signature inattendue. Une flotte disparate, chaotante, avançait droit vers la ligne de blocus. Les officiers Vorax s'agitèrent, incrédules. Sur les écrans, défilaient des cargos brinque-ballants, des barges minières, des vaisseaux de recherche rafistolés, tous hérissés d'armes improvisées. Les coques s'étaient achetées de soudures fraîches, les tourelles bricolées à partir de machines agricoles ou de lasers de découpe. Aucun de ces vaisseaux n'aurait dû survivre à une bataille spatiale. Pourtant, ils fonçaient, moteurs saturés, vers la mort. Dans la salle de commandement du vaisseau amiral, Korth observait la scène, sidéré. Derrière lui, un ingénieur Vorax balbutia. « Maître, ils utilisent nos technologies. Regardez. Leurs boucliers, leurs senseurs, même certains moteurs, ce sont des adaptations de nos propres plans. » Korth serra les griffes, stupéfait. Il n'y avait pas eu un an entre l'arrivée des Vorax et cette contre-attaque. Pourtant, les humains avaient décodé, compris, amélioré et réutilisé l'ingénierie ennemie. « Impossible, murmura-t-il. Mais les données ne mentaient pas. Le choc ne fit que croître lorsque la bataille éclata. Rien ne se passa comme prévu. Les humains n'alignèrent pas leurs vaisseaux en formation. Ils virevoltaient, plongeaient, se dispersaient, puis fondaient sur la flotte Vorax par vagues erratiques. Chaque vaisseau semblait piloté sans souci de la mort. Ils coupaient leurs moteurs, effectuaient des manœuvres suicidaires, utilisaient les débris comme projectiles ou boucliers. « Ils ne craignent de rien », gronda un capitaine Vorax, les crocs serrés. « Ils veulent mourir. C'était plus complexe que cela. Les humains sacrifiaient, oui, mais chaque perte était un calcul, chaque collision une opportunité. » Un vieux cargo de minerais percuta de plein fouet un croiseur Vorax, le désintégrant dans une gerbe de feu. Un vaisseau scientifique, moteurs en feu, vira brutalement, déclenchant une réaction en chaîne qui désorganisa la défense ennemie. La confusion régnait. Les communications Vorax saturaient de cris, d'ordres contradictoires, d'appels à l'aide. Au cœur du chaos, un transport humain en flammes s'arracha à la mêlée, fonçant droit vers le centre de la formation Vorax. Les senseurs hurlèrent. Surcharge, explosion imminente. Mais au lieu de fuir, le vaisseau humain accéléra encore, perçant la ligne, percutant de plein fouet 3 vaisseaux ennemis. Au moment de l'impact, une voix humaine, calme et implacable, fut diffusée sur toutes les fréquences. Voix humaine. VO. Nous arrivons toujours. La vague de choc pulvérisa la ligne Vorax. En quelques minutes, 63 vaisseaux furent détruits, éventrés, poussés hors de l'orbite ou laissés à la dérive, coques béantes et équipages éparpillés dans le vide. Korth observait le désastre, muet. L'écran principal n'affichait plus qu'une mer de débris, des signaux de détresse, des flammes dans le noir.
Les survivants Vorax s'accrochèrent à la fuite. Aucun ordre ne tenait plus. La panique, pour la première fois, s'empara des prédateurs. Les restes de la flotte prirent la tangente, abandonnant la planète. Dans le silence qui suivit, les communications humaines reprirent le dessus. Sur Proxima, les bunkers s'ouvrirent. 800 humains, hagards, couverts de cendres, émergèrent des ruines. Certains titubènes, d'autres portaient les blessés. Tous gardaient la tête haute, les yeux brûlants d'une lumière nouvelle, celle de la victoire arrachée à l'impossible. Un dernier message fut transmis, émis depuis la surface par une voix éraillée mais déterminée. Voix humaine, VO. Nous savons où vous vivez. Nous venons. Dans le silence assourdissant de l'espace, le message résonna bien au-delà du champ de bataille, portant avec lui une promesse qui, désormais, ne pouvait plus être ignorée. Pendant 3 années, la guerre s'étendit comme une fièvre dévorante, à travers une douzaine de systèmes stellaires. Les batailles faisaient rage dans les ceintures d'astéroïdes, au-dessus de planètes englouties par la nuit, ou dans les anneaux glacés d'anciennes colonies. Les Vorax d'abord triomphaient. Ils rasaient des flottes entières, pulvérisaient des mondes, prenaient des bastions humains dans un déluge de feu et d'acier. Mais la victoire s'effritait toujours. Les humains revenaient, chaque fois plus nombreux, plus déterminés, plus imprévisibles. Leurs défaites semblaient nourrir leur force. Chaque revers devenait apprentissage, chaque perte, une promesse de riposte. Sur les champs de bataille, les vaisseaux capturés se mêlaient désormais à la flotte humaine. Croiseurs Vorax repeints, armés, transformés en armes contre leurs anciens maîtres. Les tactiques humaines déconcertaient. Ils frappaient là où on ne les attendait pas, sabotaient les routes d'approvisionnement, utilisaient l'environnement comme allié. Ils n'abandonnaient jamais, même encerclés, même à court de tout. Leur transmission, captée par les espions Vorax, vibrait d'un mélange d'humour noir et de détermination glaciale. Sur la station du trône, Cort passait des heures à analyser les enregistrements de bataille. Il visionnait des séquences où les humains, acculés, improvisaient des solutions impossibles. Un équipage coinçait la barre d'un destroyer avec des câbles d'énergie fondus pour s'écraser volontairement sur un port Vorax. Un escadron transformait des modules de survie en torpilles humaines. Aucun scénario ne se répétait. Chaque combat était différent. Chaque victoire arrachée dans le sang et l'audace Cort, VO. Ils sont forts parce qu'ils refusent que la faiblesse. Ils sont rapides parce qu'ils ne perdent jamais de temps à regretter. Ils sont mortels parce qu'ils transforment tout en armes. Ils voyaient les visages fatigués des commandants humains, les yeux creusés mais inébranlables. Il observait leurs ingénieurs détourner des technologies Vorax en quelques semaines. Leurs stratèges changeaient de tactique du jour au lendemain. L'acharnement, la créativité, la résilience. Tout, chez eux, respirait la survie née du chaos. Dans la salle de stratégie de la station, la tension était palpable. Les membres du conseil, autrefois arrogants, débattaient avec des voix basses, parfois tremblantes. Les écrans affichaient des cartes couvertes de points rouges. Chaque point, une attaque, une perte, une incursion humaine de plus. Le 7e haut chasseur, la mâchoire crispée, laissa éclater sa frustration. Nous détruisons leur flotte, ils en envoient d'autres. Nous prenons des mondes, ils les reprennent aussitôt. Quelle est cette folie? Un autre gronda. Ils ne craignent ni la mort, ni la honte. Nous pensions leur briser l'esprit, mais ils ne plient pas. Cort, assise à l'extrémité de la table, fixait les hologrammes, impassible. Une ombre s'était installée dans ses yeux, le poids d'une compréhension nouvelle. Leur arme n'est pas l'espoir, répondit-il d'une voix sombre. Leur arme, c'est l'obstination, la volonté brute. Ils ne connaissent pas la reddition. Un silence accablant tomba sur la salle. Les hauts chasseurs échangeaient des regards lourds, le doute suintant de chaque pore. Pour la première fois, ils sentaient le goût amer de l'incertitude, la sensation d'être dépassés non par la force, mais par l'endurant. À l'extérieur, la station du trône se préparait. Des escadrons Vorax patrouillaient. Les canons étaient réarmés.
Les générateurs de boucliers grondaient. Les couloirs résonnaient du pas lourd des guerriers, mais la peur flottait, insidieuse, sous la discipline. Tout à coup, les alarmes retentirent. Les lumières virèrent au rouge, les capteurs s'affolèrent. Un opérateur hurla. « Flotte humaine en approche, plusieurs dizaines de vaisseaux, configuration inconnue. » Les images affluèrent sur les écrans. Une armada humaine, composite, avançait sans hésiter. Mêlant vaisseaux de guerre, cargos blindés, épaves réarmées, même des transports Vorax volés. Les signaux de reconnaissance défiaient l'analyse. Chaque formation annonçait une stratégie nouvelle. Dans la salle de stratégie, Cort se leva lentement. Le conseil retint son souffle. Les humains n'avaient pas seulement survécu, ils étaient devenus la tempête. Alors que les premiers tirs illuminaient le vide, il n'y eut plus de place pour le doute. Le siège de la station du trône venait de commencer, et rien, cette fois, ne se déroulerait comme les siècles précédents. Dans la chambre de commandement de la station du trône, la tension était presque insoutenable. Devant la baie d'observation, la flotte Vorax se tenait, rangée en formation de combat, face à une armada humaine qui défiait la logique. Vaisseaux rapiécés, croiseurs volés, transports blindés, mais tous inébranlables, prêts à se sacrifier. Les écrans crépitaient. Un canal de communication s'ouvrit. Sur l'holo-écran, le visage du général Chen apparut, plus marqué par les années, mais toujours droit, les yeux brillants de détermination. Les rides creusaient ses joues, mais rien n'avait entamé sa volonté. « Nous devons parler », déclara Chen, sa voix calme résonnant dans la salle. Cort, trônant au centre, répondit sans détour, le regard dur. « Vous ne pouvez pas gagner cette bataille. » Chen eut un mince sourire, sans arrogance, juste la franchise d'un combattant qui a tout connu. « Sans doute pas, mais d'autres flottes viendront. Nous avons déjà commencé à former la prochaine génération. Êtes-vous prête à sacrifier vos enfants pour un trône de cendres ?» Un silence s'installa. Les membres du conseil Vorax, tendus, fixaient leur chef. Chen poursuivit, plus douce mais sans fléchir. « Nous leur offrons une chance de protéger leur avenir. C'est notre devoir. » Elle leva la main, puis proposa l'impensable. « Voilà votre choix. Une guerre sans fin ou une alliance face à des menaces plus grandes, tapis dans cette galaxie. Il y a d'autres prédateurs, plus terribles que vous ou nous. Voulez-vous être seul ou debout à nos côtés ?» Cort garda le silence. Il scruta le conseil, lut la fatigue sur leur visage, la peur dans leurs gestes. Il se souvint des leçons de la chasse à la persistance. Le prédateur le plus fort n'est pas toujours celui qui survit, mais celui qui sait s'adapter. Il pensa aux anciens, à tous ces monstres que les humains avaient surpassés, aux fantômes de proies disparus. Il sentit, pour la première fois, le poids de la fierté et le prix du sang. Il s'avança, ses yeux d'or brillant d'une lumière nouvelle. « Parlez-nous de ces dangers, » dit-il enfin. Un souffle parcourut la salle. Sur l'écran, Chen fit signe à ses officiers. D'un geste précis, les transmissions furent ouvertes. Les données commencèrent à affluer. Rapports d'observation, avertissements, schémas tactiques, propositions de coordination. Les secrets des abîmes galactiques offerts en gage de paix. Autour de Cort, les Vorax demeuraient figés, oscillant entre stupeur et espoir. Un chapitre s'ouvrait, imprévu, porteur d'une promesse aussi étrange que redoutable. Narrateur, VO. Les humains étaient venus en conquérants, mais ils repartirent en alliés. Ils avaient fait naître la peur chez les Vorax, et, au bout du compte, ils leur avaient offert l'espoir.